like a box of chocolates. Tu as confiance en moi? The Pop and Love Chronicles. And I love you. The Pop and Love Chronicles. Pop And Love. Quand la pop culture rencontre Le développement personnel et relationnel. Non mais oh! Comment tu parles de ton père? Jetez-moi ici. Moi c'est Julien. Et moi c'est Eugénie. Jack, je vole! Pas de bras, pas de chocolat. The Pop And Love. Chronicles. Eugénie, comment ça va? Ça va bien Julien et toi? Très bien. C'est l'épisode 4 et Ouais. nous allons parler de Stranger Things et des femmes. Et des femmes badass. Il y a un peu le lien avec la femme forte, mais on va voir, il y a une différence parce Bah qu'il y a oui, du c'est groupe. quoi la différence avec l'épisode 3 qui nous parlait de la femme forte en le personnage de Galadriel dans les Rings of Power? La différence, c'est que là, il n'y a pas de la vengeance, il n'y a pas de l'ombre, il y a juste on y va, on va se protéger, sauver. Il y a l'idée de plus du moment, tu vois, il n'y a pas le passé qui joue. À la base, ça va quoi, enfin, elles ont leur trauma comme tout le monde ou des trucs plus légers. Mais là, il y a une situation de danger et bim, les leaders se révèlent, les femmes badass, on prend en main les choses et on a un courage hors norme, tu vois. Est-ce qu'on estimerait que du coup le why est plus noble? Bah, ils se valent tous. Il n'y a pas de moins ou plus noble. Il est plus accepté peut-être. Parce que dans l'idée, c'est basé sur du courage, sur l'échelle des niveaux de conscience de David Hawkins, ce courage où on monte en vibration. Pas sur la peur, pas sur la honte, pas sur la tristesse, et on y va. On n'est pas dans l'apathie, on y va, on actionne. Et il y a quelque chose de face à une grande menace, en plus monstrueuse ou autre, un peu extérieure à l'être humain. Eh bien, il y a une sauveuse de l'humanité qui apparaît. Donc, c'est beaucoup plus noble dans le sens où les valeurs sont inspirantes. Mais c'est tout aussi noble, je trouve, que d'être dans la quête de Galadriel qui essaye de dépasser son deuil, mais qui fait tant bien que mal, et même si elle crée le mal tout autour d'elle. Il y a quelque chose de... Ouais, je sais pas. Effectivement, moi, ça me paraît plus noble, mais j'ai envie qu'on les mette, ça reste des informations. Si on les prend d'un point de vue détaché, ça reste une information. Mais oui, c'est plus noble que d'avoir le courage de sauver l'humanité. On va faire la petite alerte spoiler. Attention, si vous n'avez pas vu Stranger Things, attention, n'écoutez pas cet épisode. Et vous devez être à jour sur les saisons. Parce que on va vous spoiler sévère, comme d'habitude. Alors, est-ce que tu te souviens du postulat de départ de Stranger Things, Julien? C'est vraiment ta partie à toi. Tu t'en souviens beaucoup mieux que moi. Et moi, tu me ravives du coup ma mémoire en parlant. Ouais, moi, j'ai la partie technique du troubadour. Alors, Stranger Things, on la trouve au jour où on enregistre cet épisode sur la plateforme Netflix. On en est à la saison 4. Ouais, il n'y en a pas d'autres. La saison 5 va sortir, normalement, sera la dernière saison. Je crois qu'elle sort en courant 2025. Et le postulat de départ, c'est un groupe d'enfants américains dans les années 80, d'une dizaine d'années. Je crois qu'ils ont 11 ans dans la première saison, je crois. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Qui vivent dans une petite ville américaine, se retrouvent confrontés à des événements un peu suspects, un peu paranormaux, et trouvent un jour dans la forêt une fille qui est mutique, qui parle pas, et qui, ils vont s'en rendre compte, a des pouvoirs extraordinaires. Voilà. Tout à fait. Je pensais à ça déjà. On est dans les années 80, c'est les Goonies. On Oui. est vraiment dans l'ambiance. Ah, c'est des carrément Goonies. les Goonies. C'est Ouais. ça qui a marché de ouf. Après, ils nous ont fait une bande-son synth-wave incroyable et tout. Ça donnait toute une palette de chaînes YouTube, de ces musiques et tout. Enfin, vraiment, il y a vraiment un gros revival de ces musiques. Et en fait, à cette époque, on en était où au niveau féminin? Dans les énergies, elles étaient... Comment les femmes plus en rébellion? C'était quoi un peu là? Ah bah, bon, nous, on n'y était pas, ou tout juste. On n'avait pas vraiment conscience de ce qui se jouait. Mais par contre, effectivement, on voit déjà des choses dans la série qui nous montrent le positionnement des femmes. Les femmes vont quand même à l'école et trucs et machin, mais si, par exemple, on regarde le personnage de la maman de Nancy et Michael... qui font partie des personnages principaux, bah, elle est à la maison. Hein. Elle est à la maison avec un super brushing. On la voit, c'est marrant, on la voit évoluer au cours de différentes saisons. Elle a un visuel différent à chaque fois. Le papa va travailler, il rentre le soir, il s'endort devant la télé. La maman est à la cuisine. Alors, elle est plutôt sophistiquée. Hein. On a vraiment les couleurs des années 80 avec les permanentes, les cheveux décolorés, le violet fluo, les vêtements de gym en latex. Ça, on le voit un petit peu dans la saison 3, dans le centre commercial.
Mais on est sur un schéma de la femme qui est en train de changer. Et l'autre figure maternelle, c'est évidemment Joy, qui est peut-être mon personnage préféré de la série. Enfin, moi, j'adore cette série. Je l'adore au point que je m'oblige à la regarder, alors que, très honnêtement, il y a une forme de violence qui est à peine soutenable pour moi, notamment sur la saison 4, que j'ai trouvé très hardcore à regarder. Mais je trouve que c'est bien écrit, c'est bien monté, la dynamique des personnages me plaît vachement. Enfin bon, bref. Joy, qui est notre deuxième entité matriarcale, on va dire, est complètement à l'opposé de la mère de Nancy et Mike. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Mrs. Wheeler. Je sais même pas si on connaît son prénom en vrai. C'est vrai ça. On l'appelle toujours Mrs. Wheeler, Madame Wheeler. Mais Joy, c'est toujours Joy. Et Joy, en fait, c'est la maman solo qui élève ses 2 garçons, qui a son job, qui a son emploi, mais qui est aussi un peu la farfelue du village, quoi. Hein. La farfelue du village. Elle est tellement farfelue, dis donc, que elle n'adhère pas à la piste policière qui suit l'enlèvement de son enfant, et qu'elle va partir dans sa quête personnelle. C'est peut-être le premier personnage féminin de Stranger Things qui se révèle vraiment. Les femmes sont vachement mises à l'honneur dans Stranger Things, et l'idée de la femme, on disait badass, mais de la femme courageuse, guerrière, qui se réveille quand son enfant est en danger de mort, et qui du coup sort complètement du stéréotype de la femme à la maison, même si on a eu une ou autre dans ces époques-là. Mais il y a quelque chose, on en parlait au démarrage de la liste de ces épisodes, les femmes prennent une place grande par rapport aux hommes dans cette série. Oui, je trouve que ce qui est intéressant dans cette série, effectivement, c'est que on parle d'une dynamique de groupe. Autant le Seigneur des Anneaux, Galadriel, elle est un petit peu toute seule. Hein. C'est la boss, c'est elle qui dirige les armées. Et en fait, les femmes dans Stranger Things sont pas du tout dans cette dynamique-là. Elles font partie du groupe et elles prennent leur place dans le groupe. Mais effectivement, se révèlent aussi dans le groupe et en miroir du masculin. Alors le masculin dans Stranger Things, on a le masculin prépubère, on va dire, parce qu'ils sont petits, toute proportion gardée, mais ils sont petits quand on commence la première saison, et on les suit tout au long de leur adolescence pour le groupe d'enfants. On voit effectivement les confrontations et les changements de dynamique qui vont avec le passage de la puberté. Du coup, peut-être que effectivement, tu vas me dire ce que t'en penses, dans le positionnement masculin-féminin, c'est un peu flou au début, non ? C'est peut-être un peu flou. Oui, t'as raison, c'est un peu flou, mais très vite, c'est le féminin qui prend le lead. Hein. Ouais. Et c'est là où on voit beaucoup d'absence. En fait, effectivement, elle se positionne, il y a un danger, on y va, mais il n'y a pas d'équilibre avec le masculin qui se positionne, sauf avec Hopper au fil des saisons, plutôt 3 et 4, quoi. Et on voit que les autres sont pas là, donc suivent le lead des femmes parce que leur masculin n'est pas présent. Ils auraient pu être en équilibre et super bien positionnés, mais clairement c'est Nancy qui prend à fond, c'est Joyce, elles y vont, mais elles se posent pas la question si les hommes ou pas prennent leur place, elles y vont, et eux ils les suivent parce qu'effectivement face à un leader ou une leaduse comme ça, on y va quoi. Oui, alors effectivement. Je crois que ce qui est intéressant de voir, par exemple, avec la dynamique de Joyce, c'est que Joyce, elle y va quand ses limites sont franchies. Il y a aussi une question de limite. Hein. C'est-à-dire que personne ne la prend vraiment au sérieux, mais l'intégrité de sa cellule familiale est quand même mise à mal très très fort, puisque un de ses enfants disparaît, le plus jeune, et qu'elle y va, et toute seule s'il faut, et avec ses propres moyens. Et Hopper, qui est un personnage assez proche d'elle sur la première saison, effectivement, leur relation va évoluer au cours des saisons suivantes, mais toujours dans cette proximité et presque cette dynamique. Finalement, je trouve qu'il trouve sa complétude déjà dans la saison 4, quand elle va le chercher, parce que, Joyce, c'est badass depuis la saison 1 et jusqu'à la saison 4, carrément. Je crois que Hopper, qui est le shérif, donc il y a quand même des enjeux professionnels et il peut pas se permettre de la suivre, elle est un peu wouhou, mais il y va quand même parce qu'il comprend que le féminin va se déployer avec ou sans lui, et que lui est quand même un contenant, ne serait-ce que parce qu'il est le shérif, et qu'il vaut mieux qu'il soit quand même dans les parages pour soutenir la démarche, au-delà du fait que c'est une amie d'enfance, qu'il en est, attention spoiler, amoureux. Il y a quelque chose de l'ordre, je pense qu'il se sent une mission aussi dans le fait de l'accompagner.
Moi, je trouve que dans la dynamique, ça marche bien parce on le voit tout le long évoluer. Et j'adore cette relation et ce couple parce que elle le pousse à devenir puissant, contenant, vraiment au service. Et on sent qu'au début, c'est plus elle qui a le lead. Et après, on voit saison 4, c'est clairement lui qui est son masculin. Elle qui est aussi avec son masculin, mais qui est vraiment dans le contenant et la sécurité que lui crée Hopper, qui est vachement leader. En même temps, il vient de connaître la prison russe et tout. Enfin, c'était chaud pour lui, quoi. Mais c'est un truc de ouf à quel point, lui, là, l'équilibre, il est génial entre tous les deux. Ouais, et puis même avec tous les personnages, je trouve, parce que finalement, elle fait confiance. C'est peut-être le seul parent qui fait confiance aux enfants, même si les enfants, ils font n'importe quoi. Hein. Enfin, c'est pas qu'ils font n'importe quoi, mais ils vont quand même à la chasse aux monstres. Ils vont acheter des armes. C'est-à-dire que on n'encouragerait pas nos amis à faire ça avec leurs enfants. Non, mais c'est bon, tu peux te détendre. Viens regarder Koh-Lanta à la télé avec moi pendant que tes enfants vont aller tuer un monstre de la 3e dimension. Bon, on se rend bien compte que voilà. Mais c'est quand même l'entité féminine qui fait confiance aux enfants, qui a confiance en ses capacités aussi. S'il faut qu'elle prenne une hache pour casser un mur comme dans la saison 1, elle le fait. S'il faut qu'elle parte en Russie chercher Hopper, elle le fait en s'associant au masculin de nouveau, puisqu'elle va chercher le détective, je sais plus comment il s'appelle. Il est trop drôle. Il est trop drôle. Très, très drôle. Parce qu'elle sait que toute seule, bah ok, mais en groupe, c'est mieux. Elle est quand même garante de cette communauté-là où intergénérationnellement, elle fait confiance, quoi. Elle sait que la communauté est plus forte que l'individu. J'aime bien l'idée que tu parles de communauté et de groupe aussi, parce qu'on voit que les femmes entre elles s'entraident. Il y a une vraie sororité. Et qui insuffle une dynamique chez les hommes aussi, et qui les aide à grandir aussi quand même, parce que le féminin est vraiment au service du masculin pour le faire croître et montrer tous les espaces où l'homme n'est pas solide, contenant et n'est pas libre, que ça soit sur le professionnel, que ça soit sur l'argent, que ça soit sur l'émotionnel. Genre le féminin est vraiment là pour montrer que c'est des zones à renforcer et qu'ils sont tous en train de croître, les ados, celui qui fait les glaces et tout là, qui sert avec Steve. Sa coupe, Steve avec sa coupe génial, incroyable. un arc incroyable. Il évolue vraiment bien et il y a quelque chose de beaucoup plus masculin, mature, responsable qui apparaît chez tous ces personnages là et vraiment sous l'impulsion des femmes et de leur courage. Même si elles sont quand même beaucoup dans leur action de leur masculin, et que les hommes, on sent plus immatures, ont du mal à aller à ce niveau-là, et jusqu'à un moment le rééquilibrer comme Hopper, mais c'est pas ce qu'on voit chez les autres, un peu pour Steve. Je crois qu'il y a quelque chose qui les dépasse un peu, les hommes, au début en tout cas. Ça commence avec Eleven qui arrive avec ses pouvoirs extraordinaires, elle est carrément dans le paranormal, quoi. Enfin, et je trouve que les femmes elles incarnent bien leur intuition dans cette série aussi, parce que entre Joy qui dit « Non, mon fils est pas mort », elles écoutent leur intuition. Mon fils est pas mort, je sais, et qui commence son voyage toute seule. En fait, elle est très glauque la saison 1 en plus. Hein. Après, je trouve que ça change un petit peu, mais... et puis Nancy, qui dans la saison 3, je crois, commence son taf dans le journal de sa ville, et qui sait qu'il faut qu'elle interviewe telle ou telle personne concernant tel et tel fait qui est un petit peu chelou et qui passe complètement inaperçu auprès de ses boss, et qui du coup entraîne son mec qui lui est dans la chambre noire à développer ses pellicules parce qu'il est fan de photos et qui s'est fait embaucher aussi en tant que stagiaire. Hein. Donc il y a de l'enjeu aussi, il faut pas trop sortir du cadre, parce que sinon on sera pas embauché, on n'aura pas de boulot. Nancy, elle en a rien à faire, il y a quelque chose de plus grand qui se joue, et elle entraîne Jonathan là-dedans. On est sur des personnages féminins qui se connectent, qui pour moi ont un bon why, parce que le bon why de base, c'est on a trouvé cette fille dans la forêt qui ne sait pas parler, qui sort d'un laboratoire, ça on l'apprend un peu plus tard, qui a eu l'air d'avoir subi des trucs étranges, inexplicables et inacceptables, et on veut la protéger en fait. Et il me semble que ce thème est décliné sur les 4 saisons qu'on a vues, on verra sur la 5e, c'est protéger tous les maillons de la chaîne, tous les maillons du groupe. Ça commence avec Eleven, mais après t'as d'autres, le pauvre Will, il s'en prend plein la tête. Hein. Will, il a toujours des problèmes. C'est le gamin qui disparaît dans la première saison, qui se fait infester par le Mind Flayer dans la 2e saison. Enfin,
il y a quelque chose de l'ordre de la protection du groupe. Saison 4, c'est la rouquine. Mince, j'ai oublié tous les noms des personnages, c'est pas possible. Je sais plus comment elle s'appelle elle non plus. Maxine, Max qui est en danger, et il y a vraiment un resserrement des maillons, mais aussi intergénérationnel. Les parents protègent les enfants sans les couver. Il y a plein d'épisodes où les parents vont faire leur aventure d'un côté, les enfants vont faire leur aventure d'un côté, et tu te souviens quand ils se retrouvent tous au centre commercial à la fin de la saison 3 avec Hopper et le détective et les enfants, ça finit toujours avec les maillons ensemble en fait. Non, c'est clair. Et je pensais à ça, j'ai dû l'oublier, mais c'était autour, face au féminin qui ne trouve pas l'écoute et n'est pas vue par le masculin, elle se met en action, elle y va, quoi. Comme pour la journaliste, pour Nancy, vous croyez pas en ce que je fais, moi je vais aller enquêter, je vais aller voir, je vais aller faire les trucs. Parce qu'effectivement, face à un masculin immature qui ne reconnaît pas l'intuition du féminin et la capacité à accepter et à voir l'invisible, elles sont obligées de se mettre en action jusqu'à ce que ça devienne... soit les journalistes ont été... eux, ils sont partis transformés, évidemment, mais ce mal qui est perçu bien en amont par le féminin, si le masculin mature, conscient, responsable l'écoute, tout peut être bien plus pris en amont et faire beaucoup moins de dégâts. Mais donc, elles sont obligées d'y aller parce qu'effectivement, elles ne sont pas écoutées, quoi. Je trouve aussi que les garçons, ils se recentrent bien sur les filles... parce qu'on a aussi Dustin et sa copine et c'est excellent ça à la fin de la saison 3. Dustin il est super attachant dans le groupe, c'est peut-être le personnage qui est le moins avantagé. Il a vraiment une pathologie, ce garçon, il a un problème d'assimilation de calcium, donc sur la première saison il n'a pas vraiment ses dents, ses os sont un peu mous, donc il marche un petit peu avec les jambes en dedans et tout, puis il se trouve avec une copine que soi-disant il a rencontrée dans un camp scientifique pendant les grandes vacances entre l'épisode 2 et l'épisode 3, et personne le croit en fait sur la saison 3, ses copains le croient pas, c'est pas possible que Dustin puisse avoir une copine, et en fait on se rend compte que si, désolé, maxi spoiler, mais on vous a prévenu. On vous a prévenu, comme à chaque épisode. Et elle est badass aussi, Suzy, qu'on retrouve dans la saison 4. Et on est super content quand on les retrouve, les filles, sur les saisons, en début de saison. Quand on les voit, quand on voit leur progression et quand on voit qu'elles n'ont pas peur de quitter leurs copains aussi. Oui. Max qui sort avec Lucas, qui à un moment donné décide que non, c'est pas suffisamment bien en fait, c'est pas suffisamment cadré, c'est pas suffisamment positionné, c'est pas ce que je veux, allez, ça dégage. Après ça vient dire une autre histoire également, mais effectivement elles entraînent les garçons, mais je trouve que les garçons ils sont pas à la traîne derrière. Non, ils vont quand même faire les actions, ils vont quand même se mettre en mouvement, donc il y a pas du rejet ou du déni du féminin, donc ils accueillent leur féminin par les femmes qu'ils voient en eux, et c'est vachement intéressant de voir effectivement comment elles les aident à croître, mais elles sont beaucoup plus matures, mais en même temps on le sait que... Oui, c'est l'âge aussi qui veut ça. C'est l'âge, et les femmes sont en général beaucoup plus matures et consciente des enjeux et des dynamiques et des faiblesses d'un homme et de son masculin qui ne prend pas sa responsabilité, sa maturité. Donc c'est des fois souvent inconscient, ça va être de la colère, des rejets, des choses exprimées et du contrôle, mais par juste en train de montrer que j'ai besoin que tu me sécurises et je ne le suis pas physiquement, émotionnellement, financièrement. Et à défaut de l'être physiquement là, et émotionnellement, elles prennent les choses en main, mais les hommes grandissent. Donc ça, c'est cool. Et je réfléchissais à qu'est-ce qu'on peut dire un peu pour la fin de cet épisode aussi de transformation. Moi, c'est de pleinement accueillir dans cet âge de maturité pour ces hommes. En même temps, ils sont en train de faire un bon processus de comment on appelle ça, tu sais, de passer de l'âge ado et à l'adulte, à l'homme, de l'enfant à l'homme. C'est la puberté ? Non, mais pas la puberté, on parle un peu, c'est des rituels un peu que tu peux avoir dans des sociétés anciennes. Mais... Et d'avoir, comme on pouvait avoir le service militaire un peu en France à l'époque, on en avait parlé avec Géraud. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un peu ce rituel qu'ils vivent, on devient des hommes, parce qu'on prend conscience des dangers, on prend conscience de la responsabilité, on devient mature, on n'est plus des enfants qui jouent à un jeu de rôle virtuel, mais on vient jouer dans la vraie vie avec les vrais dangers et la mort et se confronter à la violence, à tout ça. Absolument, il y a cette analogie aussi. Sortir de l'enfant par ça aussi, ça leur permet de devenir des hommes puissants et pleinement là, quoi. Il y a l'analogie du jeu de rôle. Dès la première saison où ils jouent à Donjons et Dragons et les Démogorgones, ils les nomment comme ça parce que dans leur jeu de rôle, les monstres s'appellent comme ça. Effectivement, ça se transfère. Je suis d'accord avec toi, ça se transfère dans leur réalité. Les monstres ne sont plus juste sur les plateaux, mais deviennent des entités qui font partie de leur vie. Après, il y a un gros parallèle par rapport à ça dans la saison 4 entre le trauma
de Maxine, Oui. qui a perdu son frère et qui souffre de stress post-traumatique et qui a besoin de soutien dans cette épreuve de deuil et de passage à l'accalmie. Et le monstre qui vient la choisir, justement, pour la sacrifier, pour lui obtenir le pouvoir ultime. Et toute l'histoire de Maxine sur la saison 4, c'est d'éviter de rencontrer ce monstre, d'éviter de se faire posséder. Il y a un épisode, un moment incroyable sur cette saison où elle lui échappe. Elle est dans son royaume à lui. Elle se fait emprisonner. Et en fait, c'est parce que ses amis sont de l'autre côté et qu'ils lui crient de revenir et qu'ils lui mettent sa chanson préférée et qu'ils font tout ce qu'il faut pour la réancrer dans ce monde-là, qu'elle arrive à échapper dans ce royaume jusqu'à finalement une confrontation finale où elle accepte d'y rentrer, mais pour manipuler l'entité maléfique. Énormément de courage chez Maxine et tout. On voit qu'il est... Je sais plus comment il s'appelle son chéri, mais... Lucas, on sent qu'il est... Ouais, que c'est pas... En même temps, il arrive à développer du courage, à y aller, mais elle est incroyable. Et les autres, elles sont aussi incroyables. Il y a vraiment ce féminin très courageux. Et en fait, ça peut être pour ça l'équilibre parfait. Pour moi, après, c'est Hopper et Joyce, parce que les deux sont à la hauteur de ce courage, de cette puissance. Et ils y vont, et là, ils font des miracles. Ils font des miracles, ils font des belles transformations. Donc ouais, c'est ça. Il n'y a pas forcément d'affirmation là ou de choses à aller voir, mais c'est dans les dynamiques du masculin, de s'inspirer pleinement du féminin, de son courage et de grandir encore plus avec, parce que chez l'homme, il y a cette capacité du guerrier, cette capacité aussi physique, de la force, de l'action, qui est beaucoup plus facile d'accès. Et allumé par l'énergie d'une femme en face, nous permet de nous dépasser et d'aller dans ces moments de grande insécurité, de sauver l'humanité, quoi, et de se dépasser et de sortir de ça. Et c'est chouette de voir que ça réveille. Donc là, je trouve qu'il y a un bel équilibre, en fait. Oui, il y a un bon équilibre. T'enlèves les femmes, t'enlèves un maillon, de toute façon, ça ne fonctionne plus. Ils sont tous importants, c'est vrai que les hommes aussi, même dans leur manière, dans leur faiblesse ou autre. C'est très bien écrit. Et surtout dans le contexte, c'est le contexte qui fait la réaction. Dans ce contexte de survie de l'humanité, de grand danger, là, c'est pas le temps d'aller s'occuper de ces traumas autres. On n'est pas dans la même chose que Galadriel l'autre, qui effectivement était dans un espace où c'était quand même la paix. Mais elle était encore en trauma à l'intérieur, elle était encore en tempête, en ouragan interne. Alors que là, c'est l'ouragan à l'extérieur, donc il faut que ça s'allume, il faut que ça agisse. Donc c'est le contexte qui va changer la réaction émotionnelle. Et c'est tout à fait normal pour ces femmes d'être dans une polarité masculine courageuse et on y va, que Galadriel, qui à la base, les gars, il n'y a rien, on cherche, mais on trouve pas de monstre, tu vois, on trouve plus d'orques. Il faut se poser là, tu vois, il y a un moment, il faut s'arrêter, quoi. Ouais. Voilà pour cet épisode. Ouais, c'est peut-être plus court, hein. On est pas mal, on a réussi à tenir le cadre un peu plus. Je sais pas, j'ai pas encore vu combien il fait. Mais je sais pas à quelle heure on a commencé. À peine plus court, mais on peut être fiers de nous, je crois. Ouais, on peut être fiers de nous. Comment tu repars, ma chérie ? Bien, j'ai hâte que la saison 5 sorte. Ouais, moi parce aussi. que je me demande vraiment comment ils vont la boucler. Ouais. Exactement. Ouais. Mais ils seront à la hauteur de toutes les promesses qu'on a déjà eues. Si, J'espère pas trop violent parce que j'aime pas trop non plus les trucs d'horreur. Mais ouais, c'est vrai que la saison 4 elle était un peu forte. Mais au niveau de l'écriture, ils ont tenu sur 4 saisons, donc à mon avis, après on n'est jamais à l'abri de quelque chose un peu décevant sur une fin de série. On a embauché les scénaristes de Rings of Power. Non. On est vilain, on est mauvaise langue. Et on en a pas parlé de la ligne narrative de l'elfe noir et de cette femme qui est dégommée, qui a pas beaucoup de charisme et qui est dégommée. Ça c'est un exemple. Ouais. Un féminin faussement badass. Ouais. Là, c'était du fake total. Sur Rings of Power, vous vous souvenez de l'herbaliste qui était, vous vous en souvenez pas, qui était amoureuse de l'elfe noir, vous vous souvenez de cet axe de narration-là ? Nous non plus. Ouais. Et du coup, elle a dégagé sur la deuxième saison, on l'a même pas revue. Elle est morte empoisonnée par la flèche qu'elle s'est prise dans la première saison. On n'a même pas revu. Il y avait son fils, il y avait l'elfe noir, et puis. C'est pas facile d'écrire des bons personnages féminins. Mais elle portait pas le truc. Elle essayait d'être un peu cette badass lors de l'attaque des orques et du volcan. Mais en fait, elle l'incarnait pas du tout. Dans l'essence, on la sentait pas du tout, quoi. Alors, l'actrice n'y est certainement pour rien, mais il y a effectivement, c'est subtil, c'est de l'écriture. Il faut que l'écriture soit intelligente, surtout quand il y a des relations hommes-femmes et dynamiques. Et on voit qu'on n'en est pas encore là. Hein. Statistiquement, on a encore des problèmes à avoir deux personnages féminins dans un même film qui parlent ensemble d'autre chose que de leur relation amoureuse ou d'un homme. Hein. On est encore sur des statistiques assez faibles. On y travaille, mais. Et tout à fait. Et en fait, je trouve que c'est cool de revenir sur Joyce et Hopper parce que c'est équilibré, donc de voir
plus de relations comme ça où l'homme grandit avec le féminin et la femme peut se sentir plus en sécurité, Elle a de la dans son place. émotionnel, elle a de la place lui aussi, et on sent pas enfantin comme il l'était au démarrage de la saison, ou un peu perdu, feignant, le lourdeau tout mou, alcoolique aussi, Ouais. alors que là rien à voir. Donc ça c'est chouette, c'est Ouais. cool d'avoir des exemples comme ça d'hommes qui se transforment, d'hommes qui reviennent vraiment dans leur puissance, aidés par des femmes qui le sont également, mais qui peuvent après se déposer dans leur féminin en sécurité d'un masculin leader et puissant. Donc c'est super intéressant. Merci ma chérie. Merci. Le mot de la fin ? Bisous. Bisous. Ma petite Amélie, vous n'avez pas des os en verre. Vous pouvez vous cogner à la vie. Si vous laissez passer cette chance, alors avec le temps, c'est votre cœur qui va devenir aussi sec et cassant que mon squelette. Alors, allez-y, nom d'un chien.